Toulouse et Grenoble. C'est-à-dire que la démocratisation de l'enseignement supérieur, elle a été massive. Elle a été massive, mais elle a fait apparaître une nouvelle inégalité, puisque l'élévation du niveau éducatif a cessé en 1995. Maintenant, on a un monde stable. Jamais le niveau éducatif n'a été aussi élevé, en fait. Tout le monde braille contre l'éducation, mais quand même, on est dans cet état. Mais ça a créé une nouvelle inégalité qui n'est plus celle d'avant, où il y avait beaucoup de gens peu éduqués, et puis quelques privilégiés. Là, on a une sorte de masse très éduquée en haut, une masse presque aussi importante d'éduqués du technique, qui ont fait de réels progrès. On sous-estime l'importance de ces formations techniques. Et en bas de la pyramide scolaire, si on peut dire, on a 12% de gens qui sont restés, disons, calés au niveau de l'instruction primaire. C'est en ce sens que notre bouquin, Lebras et moi, n'est pas du tout... Bon, il est plus optimiste que ce qu'on entend en général, mais il n'est pas du tout angélique. On a des cartes des difficultés de lecture dans l'espace national. Et, bon, donc vous avez ces 10% d'en bas. Et maintenant, cette société qui est bloquée économiquement et bloquée pour le moment en termes de stratification éducative, c'est une société qui regarde vers le bas avec une peur de retomber. Et une peur de retomber dans la catégorie intermédiaire des éduqués techniques. Pour nous, fondamentalement, je dirais c'est la partie la plus inquiétante de la droitisation. Alors, les éduqués supérieurs, les jeunes éduqués supérieurs d'en haut, ils ont une attitude paradoxale, parce qu'ils prennent dans les gencives, en vérité, toutes les difficultés de la globalisation, des baisses de niveau de vie, des stages pourris non rémunérés, mais ils restent orientés à gauche. Je veux dire, ils sont vraiment le cœur de l'électorat de gauche. Bien que la promesse de leurs études et de leurs diplômes n'ait pas été tenue en grande partie. Oui, mais si vous voulez, nous, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans l'analyse de ce qui se passe. Et en fait, je dirais, ce noyau qui est, je sais pas, le cœur avancé de la société moderne, chez des jeunes éduqués, je veux dire, reste de gauche et n'est absolument pas entamé par les idées d'extrême droite. Je veux dire, à la limite, on pourrait dire que c'est un mystère. Moi, je pense que c'est un rapport avec le cœur de la culture française qui est égalitaire. Je pense que la France reste, en dépit de toutes ces transformations, il y a toujours quelque chose en France qui renvoie à la Révolution française. Et la France est un pays où les jeunes éduqués ne dérivent pas à l'extrême droite. Il y a des pays où c'est comme ça. Et puis, ils sont poussés par un mouvement politique parce que la Révolution française, conformément au génie national des Français, dont parlait déjà Jules César, du temps des Gaulois, nous sommes un peuple égalitariste. Les Français, ce qu'ils recherchent d'abord et avant tout, c'est l'égalité. C'est donc une révolution égalitariste qui se met en place. On supprime la souveraineté de droit divin, les Français inventent la souveraineté nationale, c'est-à-dire que Louis XVI n'est plus roi par la grâce de Dieu, il devient roi par la volonté des Français. L'origine du pouvoir n'est plus dans le ciel, c'est le peuple. C'est la grande invention de la Révolution française. Et donc, Louis XVI prend le titre de roi des Français. Je rappelle qu'au sein de l'Union européenne, il y a 8 monarchies. Parmi les 28 États, il y en a 7 qui sont de droit divin. Une seule reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique. Il n'y a pas de roi de Belgique, il y a un roi des Belges. En revanche, Élisabeth II, elle est reine d'Angleterre parce que Dieu l'a décidé. Et oui. Ça va. Willem-Alexander est roi des Pays-Bas parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est comme ça. Comme quoi les valeurs européennes. Louis XVI, roi des Français, garde les départements. Il ne pouvait pas faire autrement. 20 septembre 1792, la bataille de Valmy. 21 septembre, proclamation de la République. La République garde les départements. La République, sous la Convention, on garde les départements. Sous la Terreur, on garde les départements. Après Thermidor, on garde les départements. Sous le Directoire, on garde les départements. Sous le Consulat, on garde les départements. Il n'y a plus de province. Napoléon Ier, lorsqu'il crée le Premier Empire, garde les départements. Il va créer le poste de préfet qui représente le pouvoir central. Sous la première restauration en 1814, Louis XVIII garde les départements. Sous les 100 jours, Napoléon garde les départements. Deuxième restauration, Louis XVIII, Charles X, il garde les départements. Pourtant, il voulait restituer la France d'Ancien Régime, mais il y avait un tel goût des Français pour l'égalité qu'ils ne pouvaient pas faire machine arrière. 1830, révolution contre Charles X. Monarchie de Juillet, Louis-Philippe garde les départements. 1848, révolution contre Louis-Philippe. La Deuxième République garde les départements. Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui crée le Second Empire, il garde les départements.
Effondrement du Second Empire en 1870, ils gardent les départements, la Troisième République garde les départements. Il n'y a plus de province, c'est fini. Alors, question que l'on doit se poser, mais qui donc a recréé les régions en France ?